Bonjour tout le monde, je suis Jérôme et on m'a chargé de vous empêcher de manger le plus longtemps possible. Alors pour tout ce que je vais dire aujourd'hui, déjà un premier truc, je m'excuse, je vais porter des lunettes noires parce que j'ai cassé mes lunettes et c'est les seuls trucs qu'elle m'a vu. Je commence par m'excuser, histoire de que vous n'ayez pas trop d'attente. Et pour tout le reste, je vais dire je, mais en fait tout a été fait avec Aurélie, David qui est là-bas. Elle a les idées et moi je suis chargé de vous les présenter mal, en gros. Donc on va parler d'encyclopédie créative. Ce qu'on appelle encyclopédie créative, en fait, c'est par rapport à ce que Umberto Eco appelle l'encyclopédie personnelle. Et dans ce cas, c'est la façon dont les auteurs de jeux de rôle mobilisent des ressources créatives, essentiellement des connaissances, mais ça peut être plein d'autres choses, conscientes et inconscientes, et mettent en place donc des stratégies de conception, c'est-à-dire comment ils choisissent en fait ce qu'ils mettent dans leur jeu pour que leur création veuille dire quelque chose. On va le dire comme ça. Et on appelle ça coder du sens parce qu'il n'y a pas de raison de le dire simplement. Donc, on veut dire quoi quand on parle de coder du sens ? Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette définition du jeu. C'est une définition de Jesper Juul, si je ne me trompe pas, c'est marqué dessus. Ouais. Qui part du principe qu'un jeu, c'est avant tout un système de règles. C'est ce qu'on appelle une définition formaliste. Je vais vous passer tous les détails parce qu'on a 12 000 slides et pas beaucoup de temps. Mais l'idée, voilà, c'est que ce qui fait fondamentalement un jeu, c'est des règles. Et ce qui va faire le sens qu'on met dans un jeu, ce que dit un jeu, ce sont les règles. On va prendre un exemple. Les petits chevaux, donc j'imagine que tout le monde connaît, vous avez dû y jouer. Moi, j'ai des souvenirs émus avec ma grand-mère de jouer aux petits chevaux et de me faire insulter quand je gagnais, enfin normal quoi. Ça vient, alors moi je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais de ce que j'ai compris d'une famille de jeux et d'un jeu qui s'appelle le Pachisi, qui serait originaire d'Inde. Donc globalement, d'après la définition formaliste, l'expérience ou le sens qu'on va coder dans les petits chevaux, ça vient des règles. Et donc, tous les jeux qui sont réédités des Pachisi, globalement, c'est à peu près la même expérience. Il y a bien sûr des nuances, tout ça. Et du coup, imaginez que ma grand-mère, dont je vous parlais tout à l'heure, elle sorte un autre jeu qui ressemble énormément aux petits chevaux. Et puis, on va voir si c'est la même expérience. Je vous propose ce jeu-là, par exemple. Ça vient à peu près du même moment dans l'histoire, et on est à peu près d'accord pour dire que globalement, ça va pas tout à fait être la même expérience et le même ressenti au niveau du jeu. Si votre grand-mère vous sort ça, vous allez éviter peut-être de lui poser trop de questions, quoi. Pour ceux qui se demanderaient, je n'ai pas d'exemplaire de ce jeu, je n'y ai jamais joué. Mais je suis très curieux de savoir comment il marche par contre. On va parler de jeux de rôle. Alors on va prendre un autre exemple qui vous parlera peut-être plus, qui n'est pas du tout recyclé d'une présentation qu'on devait faire, qu'on n'a pas pu faire en mars, qui est un jeu qui s'appelle Twilight 2000. Alors Twilight 2000, je ne sais pas si vous connaissez, le principe c'est globalement, on va dire l'OTAN et la Russie s'entendent pas très bien, se balancent quelques bombes nucléaires à la figure, et on joue en fait alors au départ des soldats. C'est un jeu qui est vraiment tentaculaire, on va rester sur la proposition de base. On joue des soldats qui se retrouvent en Pologne et globalement en Europe centrale après cette guerre-là et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, globalement. Ils sont un peu laissés tout seuls. C'est un jeu qui paraît en 1984, donc en pleine guerre froide. Un des arguments de vente de ce jeu, c'est le réalisme. On ne vous explique pas qu'on va vous préparer à ce qui va se passer dans l'avenir, c'est pas aussi franc que ça, mais il y a un côté, c'est des vraies armes, avec des vrais tanks, avec des vraies munitions, et plein de mots que moi je ne comprends pas parce que c'est pas ma passion, les armes. Ce jeu donc sort en 84. En 89, il se passe un petit truc au niveau mondial qu'on appelle la chute du mur de Berlin. C'est super bien en vrai. Par contre, si vous faites un jeu qui s'appelle Twilight 2000, c'est un peu embêtant parce que ça vous nique tout votre background. C'est pas grave. Pour garder le sens, donc cette même expérience, ce que vont faire les GDW, donc l'éditeur, et
les auteurs du jeu, c'est qu'ils vont sortir une seconde version qui s'appelle Twilight 2000. Oui, je ne l'ai pas dit, mais le jeu Twilight 2000 se joue en 2000. Et donc, dans cette seconde édition, on va adapter l'univers, en fait. On va prendre en compte qu'il y a ces événements qui sont passés. Le jeu sort en 90. Il y a un petit truc qui est pareil, un peu embêtant pour eux, qui va se passer l'année d'après. Il se passe souvent les trucs l'année d'après dans l'histoire de Twilight. En fait, c'est que en 91, je sais plus, je crois que c'est le 19 août, mais je suis pas sûr, je ne m'y connais pas bien l'histoire de la Russie. Il y a le fameux putsch, en fait, et qui vise à écarter Gorbatchev du pouvoir. Ça dure quelques jours. Ça se résout. Par contre, la plupart des pays, enfin des anciennes républiques soviétiques, prennent leur indépendance. Et à la fin de l'année 91, l'URSS est dissoute. Ça peut avoir une influence sur la politique internationale aujourd'hui, mais on va juste parler de jeux de rôle. Et ça, c'est super chiant quand votre jeu, c'est globalement de faire un jeu qui se passe avec la Russie contre l'OTAN. Par contre, ils ont déjà fait le coup de changer leur univers, en fait, de faire une nouvelle édition pour adapter. Ils se disent qu'ils vont peut-être pas faire ça tous les ans, ça commence à être usant. Donc en 87, ils sortent Twilight 2000 version 2.2. Dans cette version, ils changent un peu la proposition du jeu. Ils décident que le fameux putsch, en fait, a été contré. Et donc le jeu balance, part dans l'Uchronie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on s'en fout de ce qui va se passer. Dans cet univers alternatif-là, en 91, le coup d'État a loupé. Et là où la proposition de base était « Attention, cette guerre peut arriver, ce sera peut-être votre futur, Twilight 2000 », on passe à « Non, mais ça va être différent. Arrêtez de nous embêter, on ne va pas sortir des éditions tous les ans. » On peut se demander ce qui serait passé, par exemple, s'ils n'avaient pas pris ce choix en 2000, parce qu'en 2000, c'est l'année avant le septembre, on va dire que au niveau guerre froide, on sait qu'il a gagné, quoi. Et c'est l'année où est censé se passer le jeu. Mais comme ils ont pris ce choix de partir en Uchronie, c'est pas très grave. En 2008, je crois, il y a la troisième édition de Twilight 2000, qui s'appelle Twilight 2013, pour reprendre un peu dans le futur, qui sort. Et là, ils font le choix de dire, on oublie ces histoires d'OTAN, de guerre avec la Russie, tout ça, c'est autre chose. Sincèrement, je me souviens plus des détails, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Et on passe à une nouvelle proposition, donc un nouveau sens, toujours pour cette question de coder du sens, avec Twilight 2000 qui est sorti en 2021, où là, on passe un peu à la guerre froide, version doudou, parce que on joue vraiment dans l'optique d'une guerre qui n'a jamais eu lieu, c'est marqué sur la boîte. Je vous avais dit que souvent dans Twilight, il se passait des trucs bizarres un an après. Après la version doudou, la Russie met la seconde sur l'invasion de l'Ukraine. Et donc là, le jeu qui était cool, on sait bien comment ça s'est passé l'histoire, et c'est tranquille, et en fait c'est un truc doudou, ça devient vachement moins doudou, quoi. Il n'y a pas eu de nouvelle édition, ils n'ont pas changé. Par contre, il y a eu un supplément qui est sorti sur les armes ukrainiennes quelques mois après l'invasion. Je pense que les auteurs de ce supplément ont mis un peu plus dans le jeu, pour eux, se sont un peu plus investis que juste la question de savoir quelles armes étaient disponibles en Ukraine dans les années 2000. Donc voilà, tout ça, c'est un exemple un peu long, mais pour vous montrer en gros toutes ces questions de quoi parle un jeu et comment on s'organise pour faire ça quand on est auteur. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça de notre côté? Donc le 11, c'est Curalie et moi pour le coup. Parce qu'on a fait pas mal d'articles et de recherches sur d'autres types de jeux, sur d'autres éléments, où on se retrouve avec beaucoup d'éléments culturels qui sont codés dans les jeux, pas toujours de façon volontaire. Par exemple, on avait fait un article sur les persos féminins dans les années 70, et on s'aperçoit que
Sincèrement, il y avait des joueurs de l'époque qui n'avaient pas du tout imaginé qu'il puisse y avoir des joueuses. Et alors bien sûr, ils savaient que les femmes existaient, ne vous inquiétez pas, mais juste c'était pas leur quotidien en fait. Dans leur club, il n'y en avait pas, et du coup, on a des jeux qui aujourd'hui nous feraient hurler, mais qui étaient sans doute pas faites avec des mauvaises intentions en fait. Juste dans le jeu, ça trahit vraiment leur époque et ça trahit vraiment leur cadre de jeu. Les jeux gagnants, on en a un peu parlé. On a été aussi pas mal confronté à ça avec des jeux qu'on a sortis. Ryutama, par exemple, donc c'est un jeu japonais à la base qui a été fait en prenant en compte une série de contraintes qui existent à la base, notamment la difficulté à se réunir les uns chez les autres, parce que culturellement, ça se fait pas trop, en fait. Et plus généralement, dans la façon dont sont faits les jeux japonais, par exemple, leur relation au hasard et aux probabilités, on pense que c'est un impact. J'y reviendrai peut-être plus tard si résultat ou s'il y a des questions. On verra. Un autre jeu alors qu'on sort à la rentrée, je crois, qui s'appelle Monster Heart, qui est un jeu, quand la première édition est sortie, alors c'était pas chez nous à l'époque, c'est un jeu qui n'a pas été trop compris en fait, parce qu'on n'avait pas forcément les références, à la fois parce que ça se passait dans un lycée américain. Donc très souvent, les parties de Monster Heart sur les tables françaises, ça se passait en dehors du lycée. Et en fait, on ne savait pas trop comment prendre ce genre-là. C'est-à-dire que l'analogie qui revenait tout le temps, enfin la référence c'était Buffy, sauf que si vous avez déjà joué à Monster Heart dans votre vie, ça ressemble à certains aspects de Buffy, mais si vous l'achetez pour faire une saison de Buffy, vous allez être déçu. À mon avis, c'est mieux. Coralie pense l'inverse. Et après, bien sûr, ça nous intéresse pour des raisons personnelles, en fait, pour nous aider nous-mêmes à bosser. L'autre élément qui nous intéresse là-dedans, c'est que ce qu'on trouve en général sur la face, ce qu'on trouve quand on cherche des éléments relatifs à la façon de faire les jeux et de faire les jeux de rôle, on va trouver des méthodes et des conseils. Ces méthodes et ces conseils, pour nous, ont plein de travers. Et quand je dis ça, je parle y compris de ceux qu'on fait nous-mêmes, des conseils qu'on donne nous-mêmes. Par exemple, le fait que parmi les auteurs de jeux de rôle, il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait leur propre jeu. On a l'image de l'auteur du jeu de rôle qui est dans son coin et qui crée son jeu comme... l'image qu'on prend souvent, c'est la cathédrale, un truc qui serait super ciselé de game design et tout ça. Dans les faits, il y a beaucoup d'auteurs de jeux de rôle qui écrivent des scénarios parce qu'il y en a besoin et qu'il le faut pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'auteurs de jeux de rôle qui vont spécialiser dans, je sais pas, les bestiaires. J'en connais pas, mais dans des trucs plus précis que les bestiaires. Moi, par exemple, au début, je faisais essentiellement des conseils dans les jeux. Il y a toute une série de points, alors je vais passer, mais l'idée, c'est qu'on a une image vraiment de le game design comme quelque chose où tout est maîtrisé, où tout est prévu. On a quand même un peu playtest parce qu'on a du mal à prétendre qu'on réussit tout du premier coup, mais globalement, ça correspond à certaines pratiques, mais alors je vais dire vraiment pas la majorité. En fait, j'en sais rien si c'est la majorité ou pas, mais vraiment pas à toutes les pratiques, quoi. D'autres éléments et le lien de la communauté. La communauté dont on fait partie joue énormément sur les jeux qu'on fait, sur les choix qu'on fait à l'intérieur des jeux, même si on fait un jeu qui est peu représenté dans notre communauté. Et selon les communautés, on va valoriser des choses très différentes. Alors, on a parlé de Ken le survivant. Il faut toujours parler de Ken le survivant. Juste avant, je vous présente ce jeu, dont je ne vous dirai pas le titre, parce que j'en suis bien incapable. C'est un jeu japonais qui date de 2019. En fait, c'est un scénario. Est-ce que vous avez une idée de pour quel jeu c'est un scénario, en fait, à vue de nez? Je vous aide, c'est vraiment le meilleur système pour faire du Ken sur le survivant. C'est l'appel de Cthulhu. C'est l'appel de Cthulhu. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un double jeu de mots sur, si vous connaissez l'appel de Cthulhu, la maison Corbett, qui est un peu le scénario d'intro et le scénario mythique
c'est un scénario de maison hantée de l'appel de Cthulhu, et avec le titre de Ken le survivant en japonais. C'est un double jeu de mots très improbable. Et vous avez les stats des méchants voilà, de l'appel de Cthulhu à côté. Ça, je pense que vous présentez ce scénario à quelqu'un qui suit par exemple la ligne forgienne ou post-forgienne à fond, bah, il décède. C'est vraiment le contraire de tout ce qui est prôné. Et je vous avoue que moi aussi, c'est le contraire de plein de choses que j'ai prônées au cours de ma vie, mais je vais prétendre que c'est pas vrai. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir pas forcément une méthode pour le coup, mais un cadre structurant. Alors l'autre aspect qui nous intéresse avec le cadre structurant, c'est en gros de faire le lien avec plein de pistes de recherche qu'on a envie de faire pour des prochains articles ou des choses qu'on a commencé, etc. On est allé chercher dans des disciplines qui étaient assez proches, notamment le design, l'architecture, il y a beaucoup de choses. Des trucs, on va dire, vraiment sur l'aspect création et sur l'aspect design. Je me permets de préciser que nous, on n'y connaît rien, tout ça. Enfin, Coralie, la littérature, elle gère. Moi, je lui demande de me faire des résumés. Mais globalement, c'est vraiment... on a pris des choses qu'on a trouvées qui nous semblaient intéressantes. On a posé la question à des gens éventuellement. Mais on n'est pas spécialiste. Donc, si nos références seront peut-être anciennes, seront peut-être des trucs super classiques que des spécialistes ont vu plein de fois, venez nous en parler. On connaît nos limites sur le sujet, il n'y a pas de problème. L'autre point qu'on a voulu faire, c'est le confronter à la pratique réelle, donc demander à des auteurs de jeux pour ne pas avoir que notre bout de la lorgnette. Globalement, c'était un peu hold-up, on a demandé à plein de copains, ils ont répondu. On a appelé ça enquête, dans les faits, ça ne représente rien du tout, d'accord ? Juste les points sur ce schéma, c'est des gens qui existent et c'est des copains, donc dites pas du mal de ces points-là, s'il vous plaît. En gros, on a eu une vingtaine de répondants qui sont essentiellement des auteurs et des éditeurs. Clairement, ce schéma, c'est un peu l'autre schéma que vous pouvez montrer si vous voulez prouver le biais du survivant, dans le sens où on a des auteurs qui ont, je crois que le minimum, c'est 4 ans d'expérience et jusqu'à 25 ans, et qui ont publié en gros de 5 à 150 publications de jeux de rôle. Donc, globalement, les gens qui débutent et qui s'arrêtent quasiment de suite parce que ça s'est mal passé, bah, ils ne sont pas dans le questionnaire. Et c'est intéressant de avoir leur avis aussi, etc. Donc voilà, si jamais je sors des chiffres après avec des pourcentages, vous ne laissez pas avoir par les pourcentages. Ces pourcentages sont très probablement représentatifs de rien du tout. Par contre, ça veut dire qu'il y a des gens concrètement qui sont confrontés à ces problèmes-là, quoi. Le modèle dont je vous parlais, pardon, j'ai pas regardé l'heure, il reste combien de temps ? 5 minutes ? Eh ben, on n'est pas dans les... je vais vous faire la version rapide. Ça, donc, c'est des processus, en fait, pour faire des jeux ou du design de façon générale. Il y en a plein qui sont possibles. L'idée, c'est que ça a un début, une fin et des étapes, ok ? Selon ce qu'on cherche à vous vendre, vous trouverez plus ou moins enfin, des solutions différentes, etc. On ne va pas juger ça. Ce qui est important, par contre, c'est quand vous en choisissez un, c'est ce qu'il y a tout en haut là, vous allez faire appel à une série de connaissances et de ressources créatives qui sont les lignes en blanc en même temps, qui sont en cours de gestion d'entreprise, on appellera ça des fonctions support en fait. C'est des choses dans lesquelles vous allez piocher pour chacune des étapes selon la méthode que vous avez choisie. Par exemple, donc je vais essayer d'aller vite. On a mis 6 points, les connaissances relatives à la gestion de projet ou de l'équipe, les connaissances thématiques. Donc les connaissances thématiques, c'est vous faites un jeu de rôle sur un sujet, bah, il vaut mieux avoir un peu entendu parler du sujet. Que ce soit de façon réaliste, pardon, ou que ce soit une façon exagérée et représentative d'un genre. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose d'espionnage, c'est pas la peine de faire le vrai bruit des silencieux. Personne n'a rien à foutre du vrai bruit des silencieux quand on joue au jeu de rôle. On veut le truc comme dans James Bond, comme dans Bourne Supremacy, ce genre de choses. Ou alors c'est un angle que vous choisissez. Peu importe, la question c'est pas la réalité, c'est soit un genre, soit c'est en gros connaître le sujet en fait de votre jeu.
Les connaissances ludonarratives, c'est un mot un peu compliqué pour dire votre connaissance en jeu de façon générale et en type d'histoire. Les ressources méthodologiques et outils, c'est votre connaissance des outils que vous utilisez. Les connaissances en méthode, globalement, on a l'impression que dans le jeu de rôle, il y a un vrai souci là-dessus. Comme très probablement parce que c'est un secteur où la plupart des créateurs sont avant tout des passionnés, c'est pas un truc où il y a énormément de formalisation. Voilà, il y a des éléments à aller chercher là-dedans. Quand on discute avec les auteurs, très souvent ils disent on n'a pas d'outils. Et puis quand on discute avec eux vraiment, ils vous montrent les outils qu'ils n'ont pas. Connaissance et culture intracommunautaire, c'est tous les aspects, on va dire, culturels et tous les aspects liés à votre communauté. Et le moteur derrière un peu tout ça, c'est le système d'évaluation et de préférence, c'est à la fois vos goûts, vos limites, vos tabous, ce qu'on appelle les principes directeurs, c'est-à-dire les principes qui sont à la base de la façon dont vous concevez les jeux et dont vous concevez la façon dont les jeux devraient être faits. Et il y a une fonctionnalité en plus qui sert à réguler ça. En gros, c'est comment vous gérez le fait, par exemple, vous ne connaissez pas un sujet, vous voulez faire un jeu sur le sujet, vous allez regarder des films, vous allez lire des bouquins, etc. Là, c'est vraiment la version le petit bout de la lorgnette, mais cette encyclopédie créative, donc les trucs blancs, il y a besoin de le gérer comme plein d'autres choses. Je vais essayer juste de vous montrer quelques exemples un peu plus concrets à l'intérieur des catégories et oublier le reste des slides, mais si jamais ça vous intéresse, on vous les filera bien sûr. Sur la gestion de projet et de l'équipe, globalement, je vais aller très vite, on s'aperçoit, en tout cas sur les gens avec qui on a discuté, que personne n'a de méthode quasiment pour gérer un projet de jeu de rôle. Alors, tous les gens qui en gèrent vont vous dire que c'est pas vrai, bien sûr. Moi, le premier, même si tous mes projets sont en retard, je vais vous dire que je sais gérer des jeux de rôle et tout ça. Dans les faits, quand on demande aux auteurs s'il y en a plusieurs, il y en a très très peu qui en ont plusieurs. Et au vu des réponses, il y en a très très peu qui en ont même une méthode en fait claire dans leur tête. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ça veut juste dire que c'est pas formalisé. Et très souvent, je dis très souvent, mais encore une fois, on a eu 21 réponses, ça ne représente pas forcément grand-chose, mais de ce qu'on a pu voir par ailleurs, les gens qui ont des méthodes comme ça, c'est souvent parce qu'ils les ont en dehors du jeu de rôle. Parce qu'ils ont notre boulot à côté, qu'ils sont chefs de projet sur notre boulot, parce qu'ils bossent, dans le jeu vidéo, par exemple, ce genre de choses. Les connaissances thématiques, je pense que c'est le plus évident, donc je vais passer. Les connaissances ludonarratives, donc les jeux, on en a parlé. C'est aussi l'espèce de base de données que vous avez dans vos têtes de mécanique. Vous dire, je n'ai pas besoin de connaître tout le jeu, mais par exemple savoir que tel type de mécanique ça marche comme ça, que si j'ai besoin d'un système d'initiative, j'ai grosso merdo telle possibilité. Un truc plus important, c'est les situations de référence, c'est-à-dire les situations que vous allez imaginer dans votre tête, et à quel point vous les trouvez bien ou pas bien, et à quel point vous voulez les provoquer chez les joueurs, en fait, qui va vous aider à faire des choses. La théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails, par deux exemples. La pollinisation, ce qu'on appelle ça, c'est la façon dont les idées passent de jeu à d'autres, c'est l'idée assez simple. Sur la théorie, un des trucs les plus simples en théorie, c'est le fait qu'on utilise un vocabulaire qui est à peu près le même. Là, on a le cas d'un jeu qui s'est complètement planté. Ceux qui me connaissent savent que je suis ultra fan du jeu, que je l'ai attendu et que j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Mais visiblement, c'est un jeu qui a été écrit par quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, je pense, du jeu de rôle. Vous voyez les jugements d'action, là. C'est un terme un peu bizarre. Les jugements d'action, ça s'appelle des tests ou des jets. Des tests, en fait. Je pense que si ça s'était appelé des tests, tout le passage qu'il y a derrière, il aurait été super simple à lire. Il y a 2-3 trucs à changer encore, mais... Et le simple fait de ne pas avoir ce vocabulaire de base, beaucoup de rôlistes, et moi le premier, on ne comprend pas, en fait. Après, il y a bien sûr plein de choses plus avancées sur la théorie, mais c'est pour donner un exemple, parce que malheureusement, on en a un.
Pour ces choses-là un peu simples, sur les outils. Alors, sur les outils, et puis je vais vite arrêter, on a le point 2, par exemple, c'est vous voulez parler d'un sujet, vous voulez faire que ce soit important dans votre jeu. Comment, quelles ressources, enfin quelle mécanique, par exemple, de quelle façon vous allez traiter dans l'univers pour que ce soit central dans votre jeu. Et à quel point vous voulez que ce soit central. Typiquement, c'est des questions super basiques. Et il y a assez peu de gens qui ont formalisé ça. On a des jeux, par exemple, qui... John Wick, donc l'auteur de L5R, ça vous parle, a récemment expliqué que, par exemple, l'honneur, c'était au centre de L5R, ce qui est assez compréhensible. Et au niveau des règles et des éléments, c'est un truc qui est pas très important, en fait, par rapport à la quantité de règles. Néanmoins, pour lui, c'est central. On peut se poser la question, est-ce que ça l'est ou pas ? Ça, c'est pareil, c'est des ressources que vous allez mobiliser, de savoir si vous êtes capable de le faire ou pas. On parle aussi parfois d'hypercodage, donc de capacité en gros, à dire beaucoup plus que les mots que vous mettez sur votre texte. Si vous avez l'habitude des jeux minimalistes ou des jeux tirés d'Apocalypse World, il y a un style bien particulier. Et si vous faites des phrases complètes qui ne sont pas dans ce style-là, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont trouver vos trucs bancals, en fait. Je passe sur les autres méthodes. Donc tout ce qui est lié à comment on écrit quand on est devant son PC, c'est un problème qu'ont tous les auteurs, en vrai. Mais il y a quelques méthodes qui existent, mais on se les retrouve assez peu. Pardon. D'autres types d'outils. Je vais passer à la suite. Je vais vous parler des méthodes liées à comment est-ce qu'on écrit devant son PC, des questions qu'on a posées. En fait, la plupart des gens n'ont absolument, enfin la plupart des gens qui nous ont répondu n'ont absolument aucune méthode pour faire ça, en fait. Et c'est ce à quoi ils passent la plupart de leur temps. En vrai, ils ont sans doute des trucs, mais c'est pas formalisé, donc on n'a pas pu en parler dans le formulaire. Faudrait faire des entretiens plus personnalisés, plus qualitatifs. Et la méthode, sinon, qui revient le plus, c'est l'isolement. C'est un peu la première à laquelle on pense, mais c'est pas une technique très avancée, on va dire. Et il y en a comme 17% qui ont des techniques plus avancées. Ok. Sur les aspects liés à la culture intracommunautaire, pardon, excusez-moi, on a fait encore beaucoup trop de salade. L'idée, c'est que dans votre communauté, il va y avoir une façon de parler. Par communauté, j'entends communauté ludique, en fait. Une façon de parler, vous allez avoir des polémiques, vous allez avoir des sujets de discussion qui vont prendre plus ou moins de place, vous allez avoir des façons de faire la critique, et vous allez avoir aussi des éléments qui sont des épouvantails, donc vous savez, ces jeux, en fait, où vous savez que tous les gens de votre communauté, quand vous allez leur en parler, ils vont faire par exemple, Ken le survivant mélange Jacques Toulou, ce genre de truc. On a d'autres exemples. Je ne sais pas si vous avez suivi, imaginez un jeu sur Jane Austen fait avec la 5e édition. Ça fait râler beaucoup de gens. On peut se demander pourquoi, en vrai. Et il y a des réponses évidentes et puis d'autres moins. Alors, je suis désolé, je vais passer parce que vraiment pas le temps. Pareil, comme je vous dis, on vous passera aux gens que ça intéresse. Donc il y a des méthodes qui existent pour essayer de délimiter ces sous-cultures. Au niveau des discussions, on s'aperçoit que, par exemple, chez les répondants qu'on a eus, alors c'est sans doute biaisé aussi parce que c'est nous qui avons posé les questions, et par la situation à l'heure actuelle, mais quand on demande quels sont les courants dont les gens se sentent proches ou éloignés, la plupart des auteurs nous parlent en fait des discussions qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux sur l'aspect wokiste contre facho, quoi. Et c'est tout à fait compréhensible, c'est important. Je ne vais pas faire genre ça m'intéresse pas, je ne serai pas crédible, mais c'est un peu dommage que
des auteurs de jeux de rôle soit le premier truc avec lequel ils s'identifient un courant, en fait. On a aussi beaucoup de choses qui reprennent des éléments de la théorie forgienne. C'est pareil, ça a apporté énormément de choses, c'est très bien, mais c'était il y a 25 ans. Donc, excusez-moi, c'est quoi la théorie forgienne ? En fait, c'est une théorie qui a été développée par un site qui s'appelle The Forge, aux États-Unis, et c'est sans doute un des mouvements les plus influents par rapport à la création de, on va dire, de jeux de rôle à l'échelle internationale. Ça a amené énormément de choses, ça avait des limites aussi. Par exemple, pour reprendre ce qu'en disent les créateurs, ça se basait beaucoup sur le fait qu'il y avait une pénurie d'auteurs, en fait. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Voilà, bon, je passe sur ça. Le dernier point. Comment est-ce que on va choisir, comment est-ce qu'on va faire des... comment est-ce qu'on va choisir certains éléments plutôt que d'autres, en fait. Il y a plein de questions qu'on voit rarement. Par exemple, beaucoup d'auteurs se posent la question de leur style. Je ne parle pas de style littéraire, mais de ce qu'ils font. Il peut y avoir une recherche de style. Avec l'image de l'auteur dans sa cathédrale, on a une vision qu'on défend un propos, mais pas forcément un style. On a des questions de valeurs qui vont revenir. Les valeurs, il y en a plein. Désolé, je vais aller vraiment à la conclusion. Donc, ce modèle, c'est quelque chose sur le papier qui est très simple. Nous, ça nous aide parce que ça nous permet d'avoir un cadre, en fait, dans lequel rattacher plein d'éléments. Je vous redis que le questionnaire, alors on est très content de l'avoir, ça a été super cool, ça a été fait dans des délais indignes de notre part. Mais ça a permis d'avoir plein de discussions avec des gens qui ont répondu. Ça nous a montré qu'il y avait, à notre avis, des angles morts au niveau collectif, des sujets qui ne sont pas abordés, en fait. On pense que ça peut être utilisé conjointement à des méthodes, puisque nous on en fait dans le cadre de nos ateliers, des trucs comme ça, en complément, en fait, pour avoir une vision un peu complète. Et globalement, on a besoin de coups de main pour essayer de développer ça. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes moins nul que nous en sociologie, ce qui n'est pas difficile, on veut bien un coup de main. Et si vous connaissez des théories sur le design et tout ça, on est preneur aussi. Il y en a plein d'autres, mais j'ai déjà parlé trop longtemps. Si vous avez des questions, je les prends. Sinon, je vous laisse aller manger. Donc déjà, merci beaucoup pour cette communication. Et peut-être une question que vous aurez attendue, c'est sur l'aléatoire dans Ryutama, et justement, si ce ne serait pas, à votre avis, si c'est un bon exemple de codage et de codage intentionnel. Alors, de quoi il relève ? Moi, je pense que... Ryutama, c'est un jeu où on a commencé, nous, à se dire, tiens, il y a des trucs un peu bizarres, notamment sur la gestion des critiques. Mais il y a d'autres jeux, un jeu qui s'appelle Shinobigami par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un peu le monde des ténèbres chez les ninjas, si vous voulez. Ça vend bien dit comme ça, je trouve. Qui est un jeu où on va avoir des scènes et on va tirer avec 2d6 là où se passe la scène, en fait, l'intro, le début de la scène. Tout le monde ici sait que si vous tirez 2d6, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir 7 que d'avoir 2 ou 12. Mais peut-être que si on joue qu'une fois par mois avec un groupe qu'on ne revoit pas ou pas souvent, c'est pas très grave que ça sorte plus souvent. Donc on ne connaît pas assez la culture rôliste japonaise pour être sûr que c'est ça, mais on pense que ça a une influence, pas forcément à l'origine de ça, mais ça fait que c'est beaucoup moins pénible que chez nous ou sur une campagne qu'on jouerait pendant des mois, une fois par semaine, quoi. Même si apparemment c'est pas si courant que ça. Une autre question ? Alors
j'avais une question à propos de ce qu'en anglais ils appellent les hacks, donc les récupérations d'un JDR pour faire complètement autre chose. Alors j'ai eu tout un tas d'idées débiles pendant que je réfléchissais à ça, mais utiliser par exemple le système de Pendragon pour ne pas faire une dynastie arthurienne, mais faire un parti politique sur 150 ans par exemple. Ouais. Donc est-ce que c'est une pratique qui va être répandue en tout cas au départ pour commencer, j'imagine en faisant un module pour un système qu'on connaît bien et à partir de là petit à petit dériver sur quelque chose qui n'a plus rien à voir comme Call of Cthulhu utilisé pour Ken le Survivant, quoi, au lieu de, je sais pas, Exalted. Et on dit pas de mal de Call of Cthulhu pour Ken le Survivant, ok. Je pense que là, typiquement, c'est quelque chose qui va dépendre énormément de la communauté dans laquelle vous êtes. Ça, c'est le hack, c'est depuis le début, en fait. Les premiers jeux de rôle après Donjons et Dragons, quasiment, alors pas tous, mais une bonne partie, c'est des gens qui ont dit bon, ben c'est sympa, mais bof. Hein, je peux faire mieux. Ou des fois, c'est écrit dans le bouquin, hein, comme Tunnel and Troll, c'est clairement écrit dedans. Donc c'est vraiment un truc qu'on a dès le début, mais il y a des époques où on le trouve moins, il y a des cadres où on le voit moins. Justement, on parlait du courant forgien, ce qui est un peu ironique, c'est que c'est quelque chose qui est revenu énormément avec le courant forgien, alors que c'est aussi le courant forgien qui parle des Headbreakers, donc des jeux crève-cœur, qui dit en gros ne faites surtout pas ça, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la façon dont pas mal de gens commencent en fait. Que ce soit de façon formelle, en se disant je veux faire mon jeu, je veux faire mon de tel jeu, ou que ce soit de façon beaucoup plus informelle. Moi j'ai un jeu qui a vraiment commencé comme ça, un jeu qui s'appelle Tenga, où c'était au départ, je joue à Bushido, mais j'ai pas exactement ce que je veux, donc je commence à le bidouiller. Et je pense que c'est... Il y a plein de gens qui font ça et qui se considèrent même pas auteurs de jeu, quoi. Je sais pas si ça répond. Ouais, merci beaucoup Jérôme pour la présentation et Coralie. Moi c'était un tout petit truc pour Dark Souls, c'était un problème de traduction ou c'est dès le VO c'était déjà les termes étaient pas bons? Alors, et du coup qui étaient les auteurs? Est-ce qu'ils étaient liés à From Software ou est-ce qu'ils avaient pris les auteurs de jeux de rôle? Je suis un peu embêté parce que j'ai pas trop envie de défoncer ce jeu, même si le fait de le choisir, ça amène à ça, quoi, enfin d'en parler. C'est un jeu qui, pour nous, déjà dans sa VO, est, je sais pas comment me dire, que bizarre. Parce que, par exemple, il y a certains joueurs qui vont pas parler, parce qu'ils peuvent pas dans Dark Souls, des choses comme ça. C'est un jeu qui se prête très bien au jeu tout seul, par exemple. Enfin, c'est vraiment très... presque très mécanique, en fait. Ouais, même presque plus jeu de plateau, je dirais, mais bien sûr inspiré du jeu vidéo. Je pense qu'il y a eu, en plus de ça, un problème de traduction. Par un éditeur qui est connu pour faire des bonnes traductions, en plus, quoi. Donc, je pense juste que... ce que je crois, c'est que, tout simplement, la personne qui a fait la trad connaissait pas le jeu de rôle, en fait. Ou n'avait pas ces éléments-là pour les intégrer. Peut-être que c'est une volonté de l'éditeur original aussi, ça peut arriver. Par exemple, je pense que c'est ce qui s'est passé sur la maquette, parce que c'est un bouquin qui est au format livre de poche à l'origine. Un peu plus gros, hein, mais on n'est pas du tout sur le format A4 cartonné de je sais pas combien de centaines de pages qu'il a dans sa VF. Et alors pareil, je suis pas dans le secret des dieux, je leur ai pas posé la question, mais la maquette est à peu près la même en fait, enfin très proche du format de livre de poche, et ça marche plus, ça, forcément. Donc ça peut être aussi dû à ça. Une chose est sûre, c'est que ce soit par la volonté de l'éditeur original, que ce soit par la méconnaissance du traducteur, c'est un jeu qui n'a pas de code. Et je pense que ça le rend compliqué à lire. Je pense qu'on peut se permettre une toute dernière bébé question. Pas trop philosophique. Ouais. Non, pas toi. Alors, c'est une mini-question, mais est-ce que tu as un avis sur l'absence actuelle, à ma connaissance bien sûr, de livres qui expliquent comment créer des jeux de rôle? C'est-à-dire qu'on va trouver de façon sauvage plein d'articles sur le net, mais je ne crois pas que quelqu'un ait déjà écrit un bouquin avec une méthode pour créer des jeux de rôle. Moi, je connais assez bien quelqu'un qui travaille dessus.
Mais c'est chez un éditeur qui est notoirement lent pour sortir ses projets, qui fait 50 trucs à la fois et qui a un peu du mal. Et qui va pas du tout faire sa pub aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sortent, mais encore une fois, c'est avec le cadre c'est une méthode, et on va souvent prendre une situation qui est une situation un peu idéalisée, quoi. Pour le coup, ça correspond bien à l'accès à l'indé, parce que c'est souvent des gens qui sont, je veux dire, seuls devant leur PC, enfin avec leurs potes et tout ça, mais quand il y avait tout à l'heure un nuage de points en fait sur les gens qui ont répondu, et dans les gens qui ont répondu, on voit par exemple que ceux dont c'est le métier à temps plein ont un nombre de publications délirantes par rapport à ceux qui font ça à côté. Et c'est totalement normal, parce que quand c'est ton boulot, t'es obligé de cracher, quoi. T'es obligé de sortir des trucs. On sait tous que le jeu de rôle, c'est pas Byzance, à part pour des gens très talentueux et pas nous. Mais je pense que cette vision idéale, un peu, elle ne touche que des gens qui ont la chance de ne pas avoir besoin du jeu de rôle pour vivre, en fait. Je sais pas si ça répond à la question. Ok, merci beaucoup Jérôme Larrey et Coralie David.